Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant nous allons attaquer le laser. Les lasers sont devenus extrêmement courants et banals, on en rencontre partout. Par exemple, les lecteurs DVD utilisent un laser pour lire le contenu du disque. On a aussi, par exemple, les lecteurs de code barre dans les supermarchés qui utilisent un laser pour lire le code barre. Donc on les rencontre vraiment dans tous les coins. Alors ici, nous allons en donner une description plutôt qualitative, dans la mesure où tous les aspects physiques qui sont nécessaires pour comprendre ont déjà été vus dans les vidéos précédentes. Donc, si vous avez bien suivi, tout ce qui est ici devrait être assez simple à comprendre. Alors, quelles sont les propriétés des lasers? Alors, sans être exhaustif, en gros, et alors, les propriétés que je vais dire ne sont pas nécessairement rencontrées dans tous les lasers, mais elles sont fréquentes tout ensemble. D'abord, un faisceau laser est rectiligne, très rectiligne. Ainsi, au pic du midi, on envoie des impulsions laser vers la Lune. Évidemment, le faisceau au départ est très étroit, et arrivé sur la Lune, il s'est seulement évasé d'une centaine de mètres, ce qui est en fait très très peu. Il ne faut pas oublier que le laser doit parcourir 380 000 km avant d'atteindre la Lune. Sur la Lune, il y a des catadioptres, comme ceux utilisés sur des vélos par exemple, et qui ont été déposés là par les missions Apollo. Ces catadioptres ont la faculté de réfléchir la lumière, quelle que soit sa direction. Donc le laser revient vers sa source, au pic du midi. Là, évidemment, il s'évase encore et il faut des capteurs très précis, très sensibles pour capter le rayonnement qui revient, le faisceau faisant cette fois plusieurs kilomètres de large. Une autre caractéristique, c'est la grande intensité lumineuse du rayonnement laser. On peut ainsi avoir des impulsions d'énergie extrêmement élevées. Ils peuvent servir, par exemple, à la découpe de métaux ou à la fusion inertielle, qui consiste à envoyer des faisceaux laser sur une capsule contenant du deutérium et du tritium. On peut, dans ce type d'application, utiliser des impulsions de plusieurs mégajoules. Donc chaque impulsion du laser fait plusieurs millions de joules, ce qui correspond à des puissances qui dépassent le pétawatt. Donc c'est vraiment énorme. Dans ce type d'application, ces lasers sont énormes, gigantesques, et sont typiquement alimentés par une centrale nucléaire. Le rayonnement est monochromatique, c'est-à-dire qu'il est composé d'une seule fréquence, d'une seule longueur d'onde, ce qui peut avoir diverses applications. Une seule couleur, dira-t-on. Il est aussi cohérent, c'est-à-dire que tout le rayonnement qui est émis, au moins dans une impulsion, a une seule phase. Contrairement au rayonnement thermique, par exemple, qui est incohérent, composé de trains d'ondes de phases complètement aléatoires. La cohérence est très caractéristique du laser. Ça, c'est vraiment la caractéristique qu'on rencontre dans tout rayonnement laser. Et il conduit à diverses applications, comme l'holographie, c'est-à-dire la photographie en relief, qu'on appelle aussi du vrai relief, par opposition à ce qu'on rencontre au cinéma à 3 dimensions, où il s'agit là de stéréoscopie, où on s'arrange pour que chaque œil voit une image sous un angle légèrement différent. Dans l'holographie, quand vous avez une photo holographique, vous pouvez réellement tourner autour pour voir sur les côtés de l'objet qui a été photographié. Une autre application qui est plus proche de nous ici, c'est par exemple les applications d'interférence de Young. Dans l'expérience de Young, on a besoin d'un rayonnement cohérent pour que le faisceau passant par les deux fentes se rencontre avec des phases qui ne varient pas aléatoirement, sinon on ne pourrait pas observer la figure d'interférence. Les lasers sont à impulsion ou continue, c'est-à-dire soit des trains d'impulsion très rapides, à l'œil nu on ne les voit pas, ou un faisceau réellement continu, une seule onde monochromatique.
On peut également même créer des impulsions ultra courtes. Des impulsions dont la durée est largement inférieure au millième de milliardième de seconde. Grâce à ça, on peut effectuer des expériences de type stroboscopique. Alors, vous avez sans doute déjà vu la stroboscopie, notamment dans des discothèques. Quand vous avez une lumière qui flash à grande vitesse, on ne voit les objets sous cette lumière qu'à des instants précis, ce qui permet de décomposer des mouvements très rapides. C'est parfois utilisé en physique. Et avec le laser, avec ces impulsions de millième de milliardième de seconde, on peut littéralement photographier des réactions chimiques. Les réactions chimiques sont très rapides, au moins d'une seule molécule qui se transforme dans le processus chimique. Le processus de transformation d'une molécule est rapide. Grâce à ce dispositif, on peut littéralement décomposer le mouvement et analyser ce qui se passe pendant la réaction chimique. On arrive même à suivre le déplacement des électrons au sein de la réaction. Alors, il existe des lasers de toutes sortes de longueurs d'onde. Cela va des ondes radio, on les appelle plutôt alors des masers, nous l'avons vu, aux infrarouges, à la lumière visible, aux ultraviolets et même les rayons X. Notons que la création d'un laser à rayons X est très difficile, et donc ce type de laser est rare, on ne le rencontre typiquement que dans des laboratoires. Le tout premier laser qui a été fabriqué, donc pas le maser, le premier fut un maser, le maser ammoniaque. Ensuite, le premier laser dans la lumière visible fut le laser à rubis. Alors, on n'utilise pas un rubis de joaillerie, mais des rubis synthétiques qui peuvent être synthétisés sous forme de barreaux. C'est évidemment beaucoup moins cher qu'un rubis du bijoutier. On fabrique maintenant des lasers de toutes sortes, et notamment des lasers à semi-conducteurs, qui ont l'avantage d'être extrêmement petits, et qui donc peuvent s'insérer dans des dispositifs de petite taille, pour par exemple lire des CD ou des DVD. Les lasers à semi-conducteurs dans le bleu et maintenant dans l'ultraviolet sont beaucoup plus récents. On savait fabriquer des lasers bleus avec certaines substances dans le passé, mais pour ceux à semi-conducteurs, les bleus sont très récents. La technique des lasers bleus a permis ainsi, à semi-conducteurs bleus, a permis ainsi de fabriquer les lecteurs Blu-ray. Parce que plus la longueur d'onde est petite, et plus on va vers le bleu, vers l'ultraviolet, plus la longueur d'onde est petite, plus on peut stocker des informations de petite taille sur les disques et donc avoir une plus grande densité de stockage. Nul doute que ça évoluera encore, et cela évolue très vite. Pour vous donner une anecdote, pour les semi-conducteurs émettant du rayonnement bleu, alors pas du laser ici, mais des lumières plus intenses, pour faire de l'éclairage. Je me rappelle, il n'y a que quelques années, où je lisais les travaux qui étaient réalisés en laboratoire sur les diodes émettrices dans le bleu. Je me rappelle avoir lu un article disant qu'une équipe avait réussi à fabriquer un tel dispositif émettant de la lumière bleue. Le dispositif fonctionnait quelques secondes avant d'être totalement détérioré, et il ne fonctionnait qu'à des pressions énormes de plusieurs milliers de bars et des températures élevées. Alors c'est évidemment pas très pratique, mais ça a été tellement vite que j'ai eu la surprise, quelques années plus tard, de voir dans le commerce les premières lampes LED, que vous connaissez, qui sont très répandues maintenant. En fait, les lampes LED blanches n'émettent pas de lumière blanche. Une LED émet une lumière de couleur précise. Donc en fait, il y a 3 lampes à l'intérieur, une bleue, une rouge, une verte, et c'est le mélange savant des 3 qui donne une lumière blanche. Donc pour pouvoir fabriquer un tel éclairage, il faut pouvoir disposer d'une lumière bleue, et c'était là l'objectif. Et alors, je lisais cet article sur les difficultés pour y arriver, quand quelques années plus tard, je les voyais en magasin. Donc ça va vraiment très très vite. Très très vite.
Les applications des lasers sont innombrables. Celles que j'ai citées, et alors il y a aussi en ophtalmologie, pour la découpe de la cornée ou recoller la rétine avec un laser, puisque l'œil est transparent. La télémétrie, la mesure des distances, à très haute précision. Ça peut être par exemple pour la construction d'un tunnel, comme le tunnel du Saint-Gothard ou le tunnel sous la Manche, ou pour mesurer des vitesses par effet Doppler. Certains radars routiers utilisent des lasers. Ou pour des imprimantes, les imprimantes laser, que vous connaissez bien. On l'utilise aussi en métrologie, à cause de ses propriétés qui permettent des précisions élevées dans toute une série de dispositifs. Ne fût-ce que la définition du mètre, qui dit que c'est la vitesse, c'est la distance parcourue par la lumière, dans le vide, pendant une durée bien précise. On utilise typiquement un laser pour faire l'expérience. Il y en a énormément d'applications, et ceci par un usage astucieux ou approprié des propriétés que nous avons citées. Alors il y a plusieurs méthodes pour obtenir un effet laser. Nous avons vu le cas de l'ammoniac. Pour le domaine optique, ce type de laser n'est pas le plus approprié. Le plus fréquent et le meilleur, c'est le laser à 3 états. On utilise un atome avec 3 niveaux d'énergie. L'état de base, 0, un état excité E1 et un autre état excité E2 d'énergie plus grande. On parle là, bien sûr, des niveaux d'énergie d'un électron. Typiquement, un électron externe de l'atome ou d'un atome d'une molécule. On choisit ces niveaux d'énergie de telle manière à ce que le plus élevé soit extrêmement instable. Donc l'atome excité, il reste très peu de temps et il retombe rapidement dans l'état 1. L'état 1, par contre, est choisi comme étant métastable, c'est-à-dire de durée de vie plus longue. Typiquement, on choisit une raie interdite. Donc, retomber de 1 à 0 est lent. Mais quand on dit lent, ici, on ne parle pas d'extrêmement lent, comme dans la phosphorescence, qui peut durer des heures. On parle ici de millisecondes, voire de microsecondes quand même. Mais par opposition à celui-là, qui lui se chiffre en nanosecondes, en milliardième de seconde, très instable. En fait, un tel choix n'est pas très contraignant. Et il y a beaucoup de choix possibles. On a des lasers à gaz, ammoniac, bien sûr, on l'a cité, l'hydrogène, gaz carbonique, etc., le xénon, etc. On peut avoir des liquides, on peut avoir des solides, le laser à rubis, par exemple. Donc il y a énormément de matériaux qui conviennent. Alors, le deuxième aspect s'appelle le pompage. Alors, le pompage, souvent utilisé, et le pompage consiste à faire passer les états des électrons de 0 à l'état 2. Ça, c'est le pompage. On utilise souvent le pompage optique. Par exemple, dans le laser à rubis, la couleur correspondant à cette énergie-là est typiquement dans le rouge. Et celle-ci, celle de l'état 2, est typiquement dans le vert. Donc on utilise une lampe à xénon, une lampe flash très intense, pour exciter les électrons, pour les passer dans l'état 2. À noter que l'état étant terriblement instable, l'énergie de cet état est imprécise. Nous l'avons vu, c'est dû au principe d'incertitude. Donc, pas besoin d'avoir une énergie d'excitation qui est extrêmement précise. Il suffit d'être dans le voisinage, dans la bonne couleur. Pour le rubis, le laser à xénon convient très bien. Une fois qu'il est passé dans l'état 2, l'électron retombe presque immédiatement dans l'état 1. Mais le passage ensuite à l'état 0 est beaucoup plus lent. Donc, progressivement,
au fur et à mesure qu'on envoie les électrons rapidement au-dessus, ceux-ci retombent rapidement ici, mais ils y restent, au moins un certain temps. Et au bout d'une fraction de seconde, on a ce qu'on appelle une inversion de population. Au départ, les électrons sont surtout dans l'état 0, quasiment rien dans 1 et 2. Et après le pompage, ils sont pratiquement tous dans l'état 1. Pratiquement plus aucun dans l'état 0, on les a tous excités. Il leur reste encore une fraction au fur et à mesure de la désexcitation, dans l'état 2. Donc, ce passage de tous les états excités 0 à 1 est appelé l'inversion de population. Donc, avec l'ammoniac, c'est ce que nous faisions, sauf que là, nous utilisions un champ électrique pour trier les molécules. Alors, une question se pose. S'il s'agit d'envoyer les atomes de l'état 0 à 1 par pompage, pourquoi ne pas pomper directement de 0 à 1? Pourquoi passer par cet état-là? Eh bien, la raison, c'est que les temps de transition, dans un sens ou dans l'autre, sont identiques. Rapide ou lent, peu importe, c'est à peu près identique. C'est identique. On l'avait vu, hein, avec émission stimulée et absorption. Et donc, quand on pompe directement dans cet état-là, les électrons retombent tout aussi vite. Et on arrive au mieux, avec un pompage particulièrement intense, on arrive au mieux à avoir du 50-50. Et encore, c'est un idéal. Donc, disons d'avoir la moitié des électrons. Donc, le rendement est moins bon. On n'a pas toujours le choix. Il existe ce qu'on appelle des lasers à 2 états. C'est le cas, par exemple, des lasers en rayonnement X. Il n'y a pas d'atome avec des niveaux d'énergie correspondant au rayonnement X. Sauf à avoir un électron externe qui retombe au niveau 0, mais qui est normalement occupé par d'autres électrons. Où il faut partir d'électrons en énergie libre. Un électron libre, pardon. Qui peut alors retomber sur un état, par exemple pour un atome dénudé ou un ion, et retomber dans un état, et là émettre des rayons X. Pour avoir des énergies élevées. Et donc on n'a pas trop le choix des niveaux d'énergie, et on est obligé de travailler avec 2 états, et d'avoir un pompage direct, intense. On va utiliser par exemple un laser à ultraviolet, pour arracher les électrons de l'atome, les exciter suffisamment, pour obtenir un laser à rayon X à 2 états de nettement moins bon rendement au niveau du pompage. Ensuite, là, on arrive au phénomène laser proprement dit. On a une émission, donc les états sont dans le 2, le 1, et on va avoir une émission spontanée, lente, mais elle se produit. Émission spontanée. À ce moment-là, dans le milieu, on va avoir un photon de fréquence nu1, très précise, l'état étant métastable. Et par émission stimulée, cette fois-ci, si un autre atome est dans l'état 1 et rencontre ce photon, il va avoir tendance à émettre lui aussi un photon de fréquence nu1. Et plus il y aura de photons, et plus l'effet sera intense. Nous l'avons vu, la probabilité d'émission stimulée est proportionnelle au nombre de photons présents dans le milieu. Donc quand il y a beaucoup de photons, l'émission stimulée devient intense. Cette fois-ci, l'état n'est plus métastable. Par émission stimulée, très rapidement, tous les atomes repassent dans l'état 0 avec émission d'un grand nombre de photons qui ont tous la même fréquence. Ils s'avèrent être tous identiques. Ce sont des bosons. Le fait que la probabilité augmente avec le nombre de photons fait que ce sont des bosons qui sont dans le même état. Et donc, ils ont la même phase et la même direction. C'est l'effet laser. Alors, en pratique,
Comment se conçoit un tel laser, tel que le laser à rubis? Eh bien, on a un milieu, une barre, contenant le milieu avec les atomes qui peuvent avoir ces états-là. Ce milieu est appelé milieu amplificateur, pour une raison évidente. On dispose autour une lampe, par exemple une lampe au xénon, pour le laser à rubis, qu'on appelle typiquement des néons dans les éclairages de magasins sur leur façade, mais ici c'est au xénon et pas au néon. On va utiliser ici un miroir de très bonne qualité, donc qui reflète quasiment à 100% la lumière, et ici un miroir semi-transparent qui laisse passer 1 à 10% de la lumière et qui reflète le reste. Et c'est à travers ce miroir que le faisceau laser va sortir. Alors pourquoi utiliser ces miroirs? Bien parce que la lumière va très vite. 300 000 km par seconde. Alors un peu moins vite dans un tel milieu, typiquement 100, 200 km par seconde. C'est quand même très rapide. Tellement rapide que l'émission stimulée a beaucoup moins de chances de se produire. Les photons partent tout de suite. Avec des miroirs, la lumière fait de nombreux allers-retours. Par exemple, pour un laser à miroir transparent à 10%, elle va faire environ 10 allers-retours en moyenne. Et donc, le passage répété des photons qui sont émis permettent d'augmenter l'effet d'émission stimulée et d'obtenir ainsi l'effet laser. Et d'obtenir le phénomène en cascade dont nous venons de parler. Alors, qu'en est-il des propriétés du laser dont nous avons parlé? On a un faisceau qui sort de rayonnement, tous la même direction, qui sort par une extrémité. Donc on a un faisceau étroit, très directionnel et très concentré. Et donc, on a un rayonnement très intense. On a une fréquence précise et donc on a un rayonnement monochromatique. Et grâce à l'émission stimulée, le rayonnement est cohérent, tous de la même phase. Par raison, un tube fluorescent ou une lampe écho, comme j'ai ici dans la pièce, ce n'est pas encore une lampe LED, ici c'est encore une lampe écho, ce sont des petits tubes fluorescents. Là aussi, il s'agit d'exciter des atomes qui émettent de la lumière en retombant. Dans un tube fluorescent, c'est exactement le principe. Sauf que, on n'utilise en général pas 3 états, et il ne s'agit pas d'émissions stimulées, mais d'émissions spontanées. On utilise ensemble un seul état. L'atome est excité, par exemple pour une décharge électrique, et puis se désexcite en émettant un photon et il le fait immédiatement. Phénomène dit de fluorescence. Souvent, il y a émission d'ultraviolets et une couche qui convertit les ultraviolets en lumière visible. Et comme chaque atome émet ses rayonnements de manière spontanée, ben, ces rayonnements ne sont ni directionnels, ni cohérents. Ils ont globalement les mêmes fréquences. Le spectre d'un tube fluo ou fluocompact, comme on les appelle aussi, les fluocompacts, on sont des spectres de raies, bien précis. Mais ils ne sont pas du tout cohérents. Alors, le fait aussi que le rayonnement fasse des allers-retours, il va pouvoir sortir du tube que si il est bien droit le long de l'axe.
Sinon, le rayonnement dévierait et heurterait les parois ou l'absence d'ouverture ici. Et donc, ce rayonnement serait perdu. Et donc, on a là une sélection automatique des photons ayant la bonne direction. Quelques-uns vont être émis, provoquer une émission stimulée, mais qui va se perdre. Et puis, certains vont provoquer la bonne émission stimulée, qui va commencer à faire des allers-retours, à sortir après amplification. Et c'est ce qui explique qu'on peut obtenir des rayonnements extrêmement directionnels, typiquement de l'ordre d'un écart sur 5000, vous pouvez faire le calcul, si vous avez un tube d'1 mètre de long, c'est déjà un beau laser, une ouverture de 2 mm et une dizaine d'allers-retours, vous pourrez, un petit calcul de géométrie vous montre alors que l'écart maximal est de 1 sur 5000. Et on peut faire beaucoup mieux, avec des lasers plus longs, plus d'allers-retours, comme avec une optique adéquate pour encore améliorer la convergence des faisceaux. Au pic du midi, ceux envoyés sur la Lune, c'est un écart de l'ordre sur quelques millions. C'est beaucoup mieux. Notons que les lasers à rayons X, on l'a vu, sont difficiles à pomper. Mais en plus, on ne sait pas utiliser un tel dispositif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'existe pas de miroir à rayons X. Ou plutôt, il en existe, mais uniquement en lumière rasante. Pas très efficace. Des lasers à incidence normale, non. Parce que la plupart du temps, les matériaux sont transparents ou absorbants, et pas réfléchissants aux rayons X. Et donc, il est très difficile d'obtenir cette amplification par des allers-retours. Ce qui fait que les lasers à rayons X ont des rendements exécrables. Mais ils ont des applications, encore typiquement de laboratoire, mais donc on les fabrique. On a même réussi à fabriquer des lasers à atomes. C'est-à-dire qu'au lieu d'émettre de la lumière, le rayonnement est composé d'atomes. Les avons vu, les objets quantiques, particules, atomes, ont un comportement ondulatoire. Et on peut parfaitement utiliser un faisceau d'atomes qui se comporte exactement en tant qu'onde, comme un faisceau laser. Pour ce faire, on travaille à des très basses températures, de l'ordre du milliardième de degré au-dessus du zéro absolu, avec des atomes qui sont des bosons, pour avoir un comportement de type laser, comme pour les photons, et ils sont utilisés typiquement en métrologie. Un des buts est d'améliorer, par exemple, les atomes, les horloges atomiques, pour obtenir des précisions encore plus grandes. Alors nous avons parlé des lasers continus, des lasers à impulsion. Dans le laser à impulsion, c'est assez évident. On pompe, il y a émission stimulée, puis on repompe à nouveau, émission stimulée, et ainsi de suite. D'où un train d'impulsion. Au fur et à mesure qu'on inverse la population, puis ça se vide par émission stimulée, et ainsi de suite. Mais on peut obtenir aussi des lasers continus. Alors il y a deux techniques qui peuvent être combinées. L'une d'elles consiste à pomper suffisamment fort pour avoir un pourcentage de sortie ici du rayonnement assez faible pour que on puisse pomper au fur et à mesure. Donc il y a émission stimulée, mais on renourrit l'état 1 au fur et à mesure par pompage. La deuxième technique, qui améliore la première, consiste à utiliser un système à 4 états, avec 2 transitions, ce qui permet de découpler le pompage de l'émission stimulée. On pompe et parallèlement l'émission stimulée se poursuit en continu. On utilise aussi toutes sortes de dispositifs avec les lasers, par exemple des dispositifs modificateurs de fréquence. Il existe certaines substances qui doublent ou triplent la fréquence d'un photon. Évidemment, il faut fournir l'énergie. Donc en général, on a une molécule qui absorbe par exemple 2 photons de fréquence nu1 et va réémettre un seul photon de fréquence
2 fois nu1. Cette technique est utilisée souvent pour les lasers ultraviolets. Parce que le choix des niveaux dans le cas ultraviolet n'est pas facile. Il est très difficile de fabriquer un laser à 3 états directement dans l'ultraviolet. Par contre, ceux à infrarouge sont très faciles à fabriquer. Il est très facile de faire des lasers à infrarouge, y compris un semi-conducteur. Et donc, on va utiliser un tel milieu pour doubler la fréquence du rayonnement qui sort et obtenir ainsi, au final, un rayonnement ultraviolet. On utilise aussi des lasers dits à colorant, que je ne décrirai pas ici, mais qui permettent de faire varier la fréquence du laser dans une plage continue. Ah oui, un détail que j'ai oublié de vous citer comme un important, c'est que j'ai dit que la fréquence est donnée par la fréquence de transition, mais en réalité, ce qui dicte principalement la fréquence, la longueur d'onde du rayonnement, c'est la géométrie de la cavité. En effet, la lumière fait des allers-retours à l'intérieur. Il s'agit donc d'une onde stationnaire. Et dans une onde stationnaire, entre deux miroirs, la longueur d'onde doit être égale à la longueur de la cavité divisée par 2n, n étant un nombre entier. Donc la géométrie de la cavité sélectionne les longueurs d'onde. La seule chose qui est importante, et on en tient compte évidemment lors de la construction, c'est qu'il y ait une des longueurs d'onde qui soit proche de celle correspondant à l'effet laser. Et pour une très longue cavité, le nombre de longueurs d'onde est beaucoup plus grand, possible est beaucoup plus grand, et il peut y avoir plusieurs longueurs d'onde qui soient à peu près lambda 1. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir plusieurs longueurs d'onde qui sont émises. On parle de laser multimode. Évidemment, si on veut une grande puissance, on utilise des grandes cavités, et donc, dans ces cas-là, on doit s'accommoder du fait qu'on a un laser multimode. Comme je vous l'ai dit, on peut créer, avec des lasers à impulsion, on peut créer des impulsions ultra courtes. Alors, ces impulsions sont extrêmement intenses. Mais dans certaines applications, comme la fusion inertiale, on voudrait avoir des impulsions encore plus intenses. Avec un laser, c'est difficile. Parce que ces impulsions sont tellement intenses que si on essaye encore de les amplifier encore plus, on détruit le milieu et le miroir. Donc là, il y a un problème. Alors, on a trouvé l'astuce. On fait passer l'impulsion dans un milieu dispersif, c'est-à-dire un milieu où la vitesse de la lumière varie assez fortement avec la longueur d'onde. Comme ici, on a un pic, par transformé de Fourier, on a bien sûr la fréquence principale ici, mais on a une assez forte dispersion autour de cette fréquence. Le milieu est dispersif, ce qui provoque un étalement de l'impulsion. Et de fait, qu'elle s'étale, elle diminue aussi en intensité. L'énergie totale reste la même, mais l'intensité est plus faible. Donc là, on la fait passer dans un milieu amplificateur, ce qui donne la même impulsion, mais beaucoup plus intense. Là, on peut le faire puisqu'on parle d'une intensité plus faible. Et puis on la refait passer dans un milieu dispersif qui effectue l'effet inverse de celui-là. Et on obtient à nouveau une impulsion ultra courte, mais extrêmement intense. Qui, elle, pourrait faire un trou dans un miroir. Et qui a des applications diverses pour notamment la fusion inertielle. Voilà. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, le laser. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer un tout autre domaine. Nous allons passer à l'étude de la structure de la matière et de ses propriétés. Merci.